C'était un génie unique en son genre, poussant la fusion des arts martiaux et de la mech à la limite absolue. Pourtant, à la fin, il ne restait que la moitié de son crâne. Pris en embuscade par des milliers de vaisseaux de guerre interstellaires dans l'espace lointain, il fut presque entièrement détruit. En tant que mélange parfait d'homme et de machine, il traversa les lignes ennemies comme un dieu de la guerre. Même lorsqu'il était entouré d'un feu nourri, il déviait chaque explosion avec rien d'autre qu'un bâton en bois. Même les vaisseaux de guerre colossaux ne pouvaient résister à une seule frappe de sa lame. Mais juste au moment où la victoire était à portée de main, l'ennemi déchaîna une force au-delà de sa compréhension. Une puissance si écrasante qu'elle brisa même ses défenses. L'instant d'après, craquement, son mèche commença à se briser. Quand il rouvrit les yeux, 200 ans s'étaient écoulés. Il s'appelait Xian Shan, et à ce moment-là, il n'avait aucune idée qu'il ne restait que la moitié de son crâne. Ce n'est que lorsqu'un vieil homme et un enfant lui ont dit la vérité qu'il a enfin compris. Mais ce n'était même pas le pire. Il ne se souvenait de rien, ne pouvait pas penser, et même la communication de base était devenue presque impossible. Le vrai problème était que les systèmes de support sur le côté de son biocerveau étaient complètement grillés, laissant le vieil homme complètement abasourdi. Il se tourna rapidement vers le garçon à côté de lui et demanda « Où diable as-tu déterré cette chose ?» Il s'est avéré que le gamin avait fouillé le champ de bataille comme il le faisait toujours. Mais cette fois, il a découvert une nouvelle zone de tissu mou enfouie profondément sous l'épave. Et c'est là qu'il a trouvé Xian Shan s'accrochant à peine à la vie. Quand il a remarqué que le globe oculaire de l'homme bougeait encore très légèrement, il a sauté de joie sur place et a juré de réparer ce type cassé et d'en faire son tout nouveau papa. Il s'avère que le garçon avait grandi sans père et, pour combler ce vide, il avait déjà adopté plusieurs papas au fil des ans. Cette fois, il était déterminé à ne plus être moqué par les autres enfants, alors il a ramené Xian Shan à la maison. Le vieil homme avec un dôme de verre sur le cerveau était le maire de la ville de la casse et le garçon s'appelait Yuki. Il vivait dans les ruines d'une ère de guerre biochimique, un terrain vague où tout le monde survivait en fouillant dans les ordures. Et s'il ne restait plus rien à récupérer, les gens vendaient simplement des parties de leur propre corps. Au fil du temps, toute la ville est devenue une grotesque ombre de l'humanité. Pour faciliter les choses, le maire a nonchalamment donné à Xian Shan un nouveau nom, York. Mais au moment où il l'a entendu, Seong Shan a senti que quelque chose n'allait pas. Le nom a remué quelque chose dans sa mémoire. Il savait que cela signifiait quelque chose, mais ce n'était certainement pas le sien. Alors qu'il s'évanouissait à nouveau, Yuki se précipita à ses côtés et cria papa. Xian Shan était complètement déconcerté. Attends, j'ai un fils. Le maire gloussa et intervint pour expliquer la situation. À ce moment-là, un clic mécanique retentit lorsqu'une caméra de surveillance s'est soudainement étendue depuis un coin. Elle a réprimandé Yuki furieusement pour avoir ramené à la maison la tête d'un homme mort. Yuki baissa la voix et marmonna « Désolé, maman ». Ce seul mot, « maman », laissa Xian Shan complètement abasourdi. Est-ce qu'il vient d'appeler une caméra, maman? Mais ce n'était pas son corps réel. Sa véritable forme était un vieux camion très modifié et délabré. Elle s'appelait Yulia. Pour nourrir ses 7 enfants, elle avait vendu son cervelet et son tronc cérébral, se convertissant en une machine de construction de 100 tonnes. Malgré cela, elle n'a pas pu tous les protéger car un était mort de maladie et un avait été emmené en tant que soi-disant taxe génétique. En entendant le maire expliquer tout cela, Xian Shan ressentit une vague d'émotions indescriptibles, de chagrin, d'incrédulité, peut-être même de culpabilité. Dans sa mémoire, l'humanité n'était jamais censée finir comme ça. Le maire sembla percevoir ses pensées et l'interrompit calmement. Oublie Yulia. Vous êtes la véritable anomalie ici. Cette casse a été découverte il y a 50 ans et la guerre biologique s'est produite encore plus tôt. Aucune cellule cérébrale vivante n'aurait dû survivre aussi longtemps. Voyant l'état actuel de Xian Shan, le maire réalisa qu'il n'y avait aucun moyen d'obtenir des réponses claires de lui. Alors il a sorti un vieux CPU des années 2050 et l'a inséré directement dans le crâne de Xian Shan. Alors que le système commençait lentement à se mettre à jour et à s'initialiser, BZZZT, sa vision commença enfin à s'aiguiser et à se stabiliser. Des bribes de ses souvenirs commencèrent à revenir dans son esprit. Il ne pouvait toujours pas se souvenir de tout, mais une chose dont il était absolument certain, c'est que le non-Yor appartenait à son ennemi juré. Le lendemain matin, Yuki lui apporta un corps prothétique de base avec une paire de bras mécaniques. Avec à nouveau ses propres mains, Xian Shan pouvait enfin se déplacer seul. Il a donc suivi Yuki à la périphérie de la ville au pied d'un arbre étrange connu sous le nom d'arbre à sucre de cuivre. Comme son nom l'indique, cet arbre exsude un liquide ressemblant à du sirop de dentelle de cuivre, l'une des ressources les plus vitales pour la survie de la ville de la casse. Chaque jour, des travailleurs désignés viennent récolter le sirop de cuivre sur un arbre. Étonnamment, il sert de principale source de nourriture pour les habitants de cette époque. Sans trop réfléchir, Xian Shan prit une gorgée directement dans la louche. Mais au moment où elle toucha sa langue, il sut que quelque chose n'allait vraiment pas. Comment un être humain pourrait-il boire quelque chose comme du cuivre liquide? De plus, tous les arbres étaient gris? Était-il en train de perdre la tête ou le monde entier était-il déjà devenu fou? Quel genre d'évolution pourrait tordre la réalité à ce point? Que diable est-il arrivé à ce monde? À ce moment-là, Yuki interrompit ses pensées. Il tira sur le bras de Xian Shan et le conduisit vers une montagne imposante de déchets au loin.
Yuki commença par attacher une bouilloire cabossée sur le crâne fissuré de Xiangshan en guise d'armure de fortune pour la tête. Puis il déterra un tas de pièces de casse se préparant à assembler un corps prothétique rudimentaire. En regardant la transformation, Yuki pétillait pratiquement d'excitation. Passer d'une demi-tête à un corps de mèche complet, c'était vraiment cool. Xiangshan, d'un autre côté, n'était pas d'accord. Sérieusement? Une putain de théière sur ma tête. Pourtant, avoir à nouveau des mains a rendu la vie beaucoup plus facile. Au moins maintenant, il pouvait ajuster lui-même les prothèses. Le bras était vieux et un peu maladroit. Bien sûr. Mais c'était mieux que rien. Ses yeux, cependant, sont des équipements haut de gamme. Non seulement il pouvait faire la mise au point automatique parfaitement, mais la plage de zoom était carrément ridicule. Avec juste un peu d'ajustement, il pouvait clairement voir des objets à des kilomètres de distance. Mais avant qu'il ne puisse finir d'admirer son ultravision, une onde de choc soudaine le frappa, l'envoyant voler. Alors qu'il se tournait et plissait les yeux, il le vit clairement. C'était Enoch. Enoch haussa les épaules avec une fausse indifférence. Vous êtes juste trop petit. Je ne vous ai même pas remarqué. Mais quand il vit le corps rafistolé de Xiangshan, il éclata d'un rire moqueur. Jianshan plissa les yeux. Et alors? Vous avez le béguin pour Yulia. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Entendre ce nom fit exploser Enoch. Vous, rebut de la casse, ne méritez même pas de prononcer son nom. Sur ce, il s'élança de nouveau, prêt à attaquer. Mais Xiangshan effectuait déjà des calculs dans sa tête. S'il plongeait dans la pile de pneus une seconde avant l'impact, Enoch n'aurait pas assez de temps pour tourner. Ensuite, s'il saisissait l'arbre rotatif et utilisait le couple de vibrations pour desserrer les boulons principaux, Enoch s'effondrerait comme un tas de pièces détachées. Mince. Je suis vraiment un génie. Mais au moment où il se préparait à bouger, un plan s'illumina soudain dans sa vision. La disposition structurelle complète d'Enoch apparut devant ses yeux. Enoch le vit figé sur place et sourit avec suffisance. Sans la règle Dyson interdisant le meurtre, tu serais déjà un tas de ferraille. Avec une dernière raillerie, Enoch fit volte-face et disparut dans un nuage de poussière. Tout ce qui restait pour le pauvre Xiangshan était une épaisse bouffée de gaz d'échappement au visage. Le regardant s'éloigner, Xiangshan marmonna, la règle Dyson, qu'est-ce que c'est au juste? Et qui l'a faite? Plus important encore, qui contrôle vraiment ce monde? Et la taxe génétique mentionnée par le maire, qui la collecte? Yuki ne semblait pas très intéressé. Quiconque a créé ces règles est probablement bien au-dessus de nos moyens. Mais bon, je suis plus curieuse à propos de toi. Ne me dis pas que tu es l'un de ces champions paralympiques. Xiangshan cligna des yeux, confus. Paralympique? En cette ère, les soi-disant Jeux paralympiques ont évolué en un tournoi mondial de gladiateurs où des guerriers cybernétiquement améliorés s'affrontent pour la gloire lors du plus grand événement sportif de l'époque. Xiangshan était totalement perdu, dépassé par la quantité d'informations qui lui étaient jetées. Dans les souvenirs fragmentés de Xiangshan, les véritables arts martiaux ne se limitaient pas à des mouvements tape à accent grave-l'œil, ils reposaient sur la maîtrise de puissantes techniques d'énergie interne. Les yeux de Yuki s'illuminèrent, alors peut-être que tu étais Shaka. Dans ce monde, Shaka désignait l'une des factions militantes les plus redoutées. Il vénérait une divinité sombre nommée Emodé et s'inspirait d'un rebelle mort depuis longtemps nommé Aaron Swartz, cherchant à détruire la civilisation et à la reconstruire à leur propre image tordue. Samchan fronça les sourcils. D'après les fragments dans ma tête, j'aurais pu être l'un d'eux. Yuki n'insista pas pour obtenir des réponses. Eh bien, qui que tu sois, concentrons-nous sur le fait de te trouver des pièces décentes pour ta moitié inférieure. Tu es de loin le bot le plus pitoyable que j'ai jamais vu, seule la moitié d'une tête est d'origine, le reste est assemblé à partir de déchets de la casse. Même Yuki et le maire restèrent silencieux, fixant son cadre de fortune tremblant, laid et inutile. Et qui diable utilise des tiges d'acier massif pour les articulations? On dirait que le truc va casser juste en éternuant. Mais Xiangshan ne semblait pas s'en soucier du tout. Il commença à bouger ses nouveaux membres, chaque mouvement craquant avec des gémissements métalliques, et il avait l'air plutôt fier. Le maire regarda Xiangshan et paniqua immédiatement. Ne me dis pas qu'il est sur le point de devenir incontrôlable. Mais Xiangshan leva simplement la tête et leur adressa un sourire poli, voire incroyablement maladroit. Yuki cligna des yeux. Oui, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec ton câblage. Le maire laissa finalement échapper un soupir de soulagement. Au moins, nous avons réparé ton corps avant l'arrivée des agents des impôts. Chaque colonie est tenue de remettre annuellement les nouveau-nés dans le cadre de la soi-disant taxe génétique, un système destiné à préserver le génome humain. Si une ville ne parvient pas à payer, elle est privée de la protection du gouvernement, laissée à se débrouiller seule. Et quand cela arrive, les Shaka, ces maniaques adorant la violence, fondent sur la ville et la transforment en un bain de sang. Xiangshan était stupéfait. N'est-ce pas tout simplement de l'extorsion pure et simple? Regardant son corps hétéroclite, il serra le poing. Quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas laisser cette ville souffrir à cause de lui. Alors que cette pensée traversait son esprit, 3 avions tonnèrent en vue au-dessus d'eux, projetant de longues ombres sur la ville en contrebas. Des rangées de robots blancs-neige descendirent des avions, chacun équipé d'unités de surveillance aérienne et armé jusqu'aux dents. Quelques instants plus tard, un homme imposant en uniforme militaire s'avança,
un chien à l'air vicieux en laisse à ses côtés. Le maire s'avança rapidement avec un sourire forcé. C'était clairement la première fois que l'homme visitait la ville. Mais au moment où leurs regards se croisèrent, le maire ressentit une pression écrasante qui lui coupa presque le souffle. Ses jambes se dérobèrent et il tomba à genoux avec un bruit sourd. Un des assistants de l'homme aboya. « Est-ce ainsi que vous, la vermine, accueillez un officier sous-citoyen ?» Terrifiés, les habitants tombèrent immédiatement à genoux, le visage pâle et tremblant. L'homme resta immobile, regardant la foule avec un dédain détaché comme s'il observait une fosse de rats de laboratoire malade. Puis, rompant le silence tendu, retentit le gémissement soudain d'un enfant qui pleurait. Le père du garçon paniqua, se précipitant pour lui couvrir la bouche tout en tombant à genoux en balbutiant des excuses. Mais il était trop tard. La botte de l'homme s'était déjà soulevée du sol. Il ne piétina pas. Au lieu de cela, il posa doucement son pied sur la tête du bébé qui pleurait. « Détends-toi. Pourquoi tuerais-je mes revenus fiscaux ?» Il ricana. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Regardant le pavé de données dans les mains de son assistant, son ton devint froid. « Le taux de mortalité de votre village semble anormalement élevé. Serait-ce de l'évasion fiscale ?» Sans un autre mot, il sortit un pistolet élégant. Bang, bang, bang. Une rafale de coups de feu retentit. Les balles volèrent en un cercle parfait autour du maire, l'encadrant soigneusement comme l'épicentre. L'homme parla calmement comme s'il annonçait la météo. « Aujourd'hui, chacun de vous, si une seule personne peut tenir 5 minutes contre mon chien au combat, j'approuverai votre nombre d'habitants. » Le maire tremblait. Ce n'était pas une négociation. C'était une cruauté théâtrale. Le pavé de contrôle de l'assistant brillait d'un rouge inquiétant. Alors qu'il activait le mode combat, il rappela nonchalamment au chien, « Essaie de ne pas en tuer trop cette fois. » À ce moment, un cibord imposant et fortement bâti entra dans le cercle. La bataille entre l'homme et la bête était sur le point de commencer. L'un des plus grands travailleurs de la casse s'avança sans hésitation, se portant volontaire pour se battre, mais il sous-estima clairement la créature devant lui. Au début du combat, le travailleur leva les 2 bras, ses poings bourdonnant alors qu'il se chargeait d'énergie cinétique. Avec un rugissement, il chargea droit sur le chien, mais toute créature choisie pour une épreuve comme celle-ci n'était pas un simple cabot. En un éclair, le chien sauta haut dans les airs et atterrit directement sur le bras de l'ouvrier. Il commença à se déplacer entre ses membres à une vitesse aveuglante, se déplaçant si vite qu'il était presque impossible de le suivre. Regardant depuis la ligne de touche, Xiangshan plissa les yeux, sentant instantanément que quelque chose n'allait pas. « Bien sûr, marmonna-t-il, ce n'est pas une bête ordinaire. Autrefois, les humains étaient obsédés par la fusion biomécanique, transformant les animaux en armes vivantes mortelles. En raison de leur petite taille et de leur vitesse incroyable, ces chiens biomécaniques ont inspiré la création d'un art martial spécialisé, le point bionique. Alors que la foule était encore haletante, le chien avait déjà serré ses mâchoires autour du vaisseau sanguin artificiel de l'ouvrier. Avec une traction sauvage, le tube s'est détaché du membre prothétique, faisant s'effondrer l'homme inconscient. La défaite en elle-même n'était pas si surprenante, mais quand tout le monde a regardé le chronomètre, ils ont été stupéfaits de voir que seulement 5 secondes s'étaient écoulées. Le maire a essayé de minimiser la chose. Tout va bien. Les organes artificiels peuvent être réparés, mais qui est le prochain? Il se tourna vers un autre homme costaud à proximité. Dell, c'est ton tour. Au milieu d'applaudissements réticents et de la pression des pairs, Dell se força à entrer dans le ring. Pendant ce temps, l'expression de Xiangshan était devenue sombre. Ce chien n'était pas seulement rapide. Il devait contenir un cerveau humain pleinement fonctionnel, et pas n'importe quel cerveau, celui d'un artiste martial. Personne d'autre ne pouvait exécuter le point bionique avec un tel niveau de précision et de brutalité. Mais avant que Xiangshan puisse finir ses pensées, les tubes sanguins de Desley étaient déjà arrachés par le chien. Le chronomètre? Encore 5 secondes, exactement pareil. Peu importe qui entrait dans le ring, le résultat ne changeait jamais. 5 secondes. Le visage du maire était devenu pâle. Même si nous y allons tous, nous ne tiendrons toujours pas 5 minutes. Yuki fixa la bête avec admiration. Alors c'est ça, à quoi ressemblent les vrais arts martiaux. Mais Xiangshan rugit, sa voix faisant trembler l'air. Ce ne sont pas des arts martiaux du tout. Les arts martiaux dont il se souvenait, les vrais arts martiaux n'étaient jamais des outils d'oppression. Ils sont nés de la résistance. Un moyen pour les faibles de se tenir debout face aux tyrans, pas d'écraser les impuissants. Alors que de plus en plus d'ouvriers tombaient, le sang éclaboussant le métal rouillé, Xiangshan commença à avancer, un pas lourd après l'autre. Yuki se précipita derrière lui, attrapant son bras avec panique. « Tu ne peux pas. Ce corps brisé se désintégrera dès que tu te battras. » Mais Xiang le repoussa comme un fantôme possédé. Son rythme était inébranlable. Ses yeux étaient fixés sur la bête devant lui. Mais juste au moment où tout le monde s'attendait à une entrée héroïque, Xiangshan s'effondra soudainement sur ses genoux avec un bruit sourd. Il s'avère qu'il ne s'était pas porté volontaire. Quelqu'un l'avait poussé dans le ring. Sur la touche, l'agent des impôts fixa ses prothèses dépareillées et marmonna, « Qu'est-ce que c'est que cet art de la performance ?» Mais sous le poids d'une centaine de regards, Xiangshan se releva lentement. Cette sensation de brûlure dans sa poitrine, lui semblait étrangement familière. Des souvenirs d'une vie passée ont commencé à faire surface.
Ce n'est que par le combat qu'il pouvait faire le lien entre qui il était et qui il avait été. Il expira et fit un pas en avant. Si tu veux te battre, alors viens. Il savait pertinemment qu'avec cette épave de corps, vaincre le chien de l'enfer bionique était un fantasme. Ses yeux balayèrent le sol puis se fixèrent sur une matraque électrique tombée. C'est ma seule chance. Le chien, quant à lui, ne le voyait même pas comme une menace. Avec un grognement sauvage, il se jeta directement sur sa gorge, les dents découvertes, les yeux fixés sur la mise à mort. Juste au moment où tout le monde pensait que Yor était foutu, le chien enfonça ses dents directement dans son bloc batterie exposé. Mais il s'avère qu'être cassé avait ses avantages. La batterie étincela violemment avec une tension brute. Dans cette fraction de seconde, Xiangshan frappa avec son poing, envoyant le chien voler. Il réalisa rapidement que ce n'était pas un simple cabot sans cervelle. Il visait directement sa source d'énergie. Il visait à mettre fin au combat en une seule bouchée. Mais avant qu'il puisse penser plus, ce feu perdu depuis longtemps jaillit dans ses veines. Cette sensation, elle m'avait manqué. Le chien se remit et se jeta à nouveau, un flot de métal et de fureur. Le bras gauche de Xiangshan se leva et s'abattit comme un marteau. Tude. La bête frappa le sol avec force, les membres s'agitant, renversés sur le dos. Tous ceux qui regardaient se figèrent. Personne ne s'attendait à ce que ce tas de ferraille frappe comme une machine de guerre. Xiang ne perdit pas une seconde. Ses yeux se fixèrent sur la matraque électrique tombée. Il tendit la main pour la saisir, prêt à en finir, mais le chien s'adapta rapidement, s'accrochant à la jambe gauche de Xiangshan avec ses mâchoires et tirant vers l'arrière avec une force brutale. Pourtant, tout ce qu'il réussit à faire fut de le ralentir. Son corps prothétique ne pouvait même pas enregistrer la douleur. Toutes les techniques d'arts martiaux externes, y compris le point bionique, devaient obéir à la physique newtonienne. Selon sa logique, la désactivation des jambes d'un adversaire venait en premier. Xiangshan avança en frappant du pied droit, retrouvant instantanément l'équilibre. Sur la base de la hauteur d'épaule du chien, peu importe sa force, il ne pouvait pas déstabiliser la position d'un cyborg adulte en une seule traction. Mais puis, dans un changement soudain, le chien relâcha sa jambe gauche et se jeta directement sur la jambe droite. Xiangshan saisit l'instant. Son pied droit se jeta en avant visant un coup de pied brutal au ventre exposé de la bête. Mais juste au moment où la frappe allait atterrir, le chien défia toutes les attentes. Ses membres avant ont été renforcés avec des modules lestés. Utilisant l'élan supplémentaire, il esquiva l'attaque puis se lança dans un salto arrière rapide et arracha proprement la tête de Xiangshan. L'agent des impôts se figea, clignant des yeux. Quoi? Ce tas de ferraille se bat comme un artiste martial. Mais je ne sens aucune énergie interne. Serait-ce le cadavre d'un maître de style externe décédé? La règle de Dyson interdit strictement de tuer des êtres humains, mais l'échappatoire? Tant que le cerveau biologique reste intact, tout le reste est permis. En un clin d'œil, l'homme et le chien avaient déjà terminé un autre échange brutal. Le chien plissa les yeux. Ce tas de ferraille, il lit mes mouvements, mais Xiang n'hésita pas. Il se lança dans un coup de pied circulaire en rotation. Ce n'était pas rapide, mais le timing était parfait. Le chien fut touché proprement et envoya voler dans les airs. Saisissant l'instant, Xiangshan plongea pour saisir la matraque électrique, mais la force cassa sa jambe prothétique droite avec un craquement esséurant. Le chien atterrit et se tint droit le regardant froidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'un plouc arriéré se batte. Alors qu'il parlait, ses mâchoires s'ouvrirent lentement. De l'intérieur émergea un casque d'acier glissant vers l'extérieur pièce par pièce. Quand l'ensemble de l'unité fut révélé, la foule halta d'horreur. Ce n'était pas seulement un chien de combat. Il y avait un artiste martial humain logé à l'intérieur. Xiangshan était complètement figé, abasourdi. Une vague de nausée l'a frappé, mais il s'est souvenu qu'il n'avait plus d'estomac. L'homme éclata d'un rire sauvage, sa voix tonnant comme le tonnerre. « Dis-moi ton nom. » Xiangshan fit une pause, puis murmura calmement, « Je m'appelle Xiangshan. La montagne que personne ne traverse. » Eh bien, ne lui a pas laissé le temps de faire des pauses dramatiques. Ses propulseurs montés à l'arrière se sont allumés avec un sifflement montant. Xiangshan redressa sa posture, les yeux fixés vers l'avant. « Je suis un artiste martial de renommée mondiale. » En un clin d'œil, Will se lança en avant comme un missile filant vers lui. Sa patte avant s'abattit visant directement la batterie exposée sur la poitrine de Xiangshan. Au même moment, ses mâchoires se refermèrent sur le bras du cyborg, mais il ne remarqua pas la matraque paralysante qui avait déjà été glissée sous la tuyère de son propulseur. Une décharge électrique explosa à travers son corps dans une violente détonation crépitante. Et puis boum, une explosion assourdissante secoua l'arène alors que le propulseur explosait dans une explosion de feu et de fumée. L'onde de choc de l'explosion projeta Will directement dans les airs, l'envoyant s'écraser au sol comme une machine brisée. La batterie de Xiangshan, submergée par la surtension, tomba de sa poitrine et s'écrasa sur le sol. Paralysé, il murmura à travers la statique dans son modulateur de voix. Le titre Xiangshan du Pic Sud. Je me suis battu avec ma vie pour le gagner. Nous étions allongés en convulsion sur le sol. N'étant plus une menace, juste une enveloppe brûlée de ce qui était autrefois une machine à tuer. L'agent des impôts vérifia le chronomètre en silence. Techniquement, le défi de 5 minutes n'était pas terminé, mais le chien était clairement fini. Il s'avança lentement et,
au choc de tous, reconnecta doucement la batterie dans le port de poitrine de Xiang Shan. Xiang Shan le regarda, bouleversé. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette victoire. Il voulait pleurer, crier, laisser éclater la tempête dans sa poitrine, mais ce corps n'avait pas de canaux lacrymaux, pas de processeur vocal suffisamment avancé pour simuler des sanglots. Même maintenant, la main qu'il levait ne ressentait rien. Pas de chaleur, pas de contact, le corps vivant et respirant qu'il avait autrefois avait disparu. À quoi bon un cerveau sans âme pour le porter? Xiang Shan frappa son torse métallique avec des poings tremblants essayant d'évacuer la fureur et le désespoir qui bouillaient en lui. Son esprit revint à cette bataille, la bataille qu'il a perdue. C'est mon échec qui a condamné le monde à devenir cela. Il serra sa tête se recroquevillant sur lui-même répétant les trois mêmes mots, « J'ai perdu. J'ai perdu ». Il leva les yeux vers le monde qui l'entourait, vers les humains avec des membres d'acier au lieu de chair, vers l'officier des impôts monstrueux qui pouvait mettre fin à des vies avec un mot, et vers le fier artiste martial qui n'était devenu rien de plus qu'un chien dans une cage. L'agent des impôts s'avança amusé par le spectacle. « Tu veux te battre, et pourtant on dirait que tu vas pleurer. Pathétique. » Il avait initialement envisagé de recruter Xiang Shan, mais maintenant il n'était pas si sûr que cet homme brisé méritait l'offre. Sans un mot, l'agent des impôts se dirigea vers la forme brisée de Will, sortit la matraque paralysante et la plongea nonchalamment dans son cœur, l'exécutant sur le coup. Puis il se tourna vers le maire. « Cette année, nous prendrons 18 nouveau-nés comme impôt. » Le maire cligna des yeux, confus. 18 ? Il était censé y en avoir 19. Mais avec son statut inférieur, il n'osa pas demander. Il resta là, raide, craignant de respirer trop fort. Une fois que l'agent des impôts et son équipe sont partis, le silence est tombé comme un lourd rideau. Le maire fixa ce qui restait de Will, un véritable cadavre d'artiste martial jeté comme des ordures. Xiang Shan finit par bouger. Il s'avança, souleva le corps sur son épaule et commença à traverser la foule sans un mot. Mais il n'était pas allé loin avant que des yeux avides ne brillent. Les gens ont essayé d'arracher son butin. Seulement cette fois, Xiang Shan ne broncha pas. Il n'a pas hésité. Il avait affronté ce chien et quelque chose en lui avait changé. Même Yuki pouvait le sentir. Il marmonna à voix basse. Se souvenait-il de quelque chose? Xiang Shan fit signe à Yuki de s'approcher, sa voix basse et sérieuse. Ce que je suis sur le point de dire, si le mot se répand, cela n'apportera pas seulement le désastre à moi et à ma mère. Toute la ville pourrait être en danger. Yuki se pencha, les yeux grands ouverts d'anticipation. Mais juste au moment où il allait parler, Xiang Shan hésita. « Laisse tomber. Je ne dirai rien. » Yuki sauta pratiquement de frustration. « Tu ne peux pas juste t'arrêter au milieu d'une phrase comme ça. C'est de la torture. » Il le poursuivit, devinant à tort et à travers. « Attends. Tu t'es souvenu que tu étais un gros bonnet? Ou peut-être vous êtes-vous souvenu d'un ennemi? N'est-ce pas? Suis-je proche? » Voyant à quel point Yuki était curieux, Xiang Shan soupira et céda juste un peu. « Dis-moi, as-tu déjà entendu le nom Xiang Shan ?» À sa grande surprise, Yuki secoua simplement la tête. « Non, ça ne me dit rien. » Xiang Shan cligna des yeux, incrédule. « Quoi? Ce nom m'a été donné par mon grand-père lui-même. Il était censé ébranler le monde. » Il marmonna pour lui-même, sa voix faible. L'air de tout s'est-elle déjà passé? Depuis combien de temps suis-je endormi? S'accrochant toujours à l'espoir, Xiang Shan continua. Qu'en est-il des noms similaires? Quelque chose comme la montagne que personne ne traverse? Yuki secoua à nouveau la tête. Non, rien de tel. Cette réponse frappa Xiang Shan comme un marteau. J'avais l'habitude d'être célèbre. Le monde entier savait qui j'étais. Yuki le regarda avec scepticisme. Quoi? Vous étiez un champion paralympique ou quelque chose comme ça? Xiang Shan laissa échapper un rire amer. Je ne sais pas. Je ne me souviens vraiment de rien. Ma mémoire déclarative a dû flotter quelque part. Tout ce dont je me souviens, c'est mon nom et le sien. Soudain, il attrapa les épaules de Yuki. Vous souvenez-vous du nom que j'ai crié quand je me suis réveillé la première fois? Yurjimov? Yuki fronça les sourcils en réfléchissant intensément. Oui, vous avez dit ce nom quand vous vous êtes réveillé la première fois. Mais d'après l'expression sur le visage de Xiang Shan, ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Il murmura, alors même lui est parti? Est-ce que je dors vraiment depuis des milliers d'années? Je ne me souviens même plus de qui j'étais. Finalement, il se tourna vers Yuki et demanda, « Et, quelle année sommes-nous maintenant ?» Yuki cligna des yeux. « Cette année? Nous sommes en février 2009. » Yuki expliqua qu'il y avait eu une guerre pendant la Troisième Ère. Ils l'ont appelée la guerre d'Ascension. Les yeux de Xiang Shan s'écarquillèrent. Cette guerre. Alors je dors vraiment depuis 200 ans. Et si je suis encore en vie, alors le vrai Yor doit l'être aussi. Je dois découvrir la vérité. Cette nuit-là, Yuki emmena Xiang Shan rendre visite à un médecin local nommé Schultz. Xiang Shan espérait passer à un corps prothétique plus fonctionnel et prêt au combat, mais il lui manquait les pièces. Le docteur Schultz fronça les sourcils. Que diriez-vous de composants de haute qualité? Oui, mais rien n'est gratuit. Xiang Shan hocha la tête, comprenant l'hésitation. Puis il fouilla dans son sac et en sortit quelque chose. C'était un segment de colonne vertébrale, récupéré sur le chien qu'il avait vaincu. La vérité était que ce chien avait été un humain jusqu'à ce qu'il soit modifié avec des brins viraux injectés et fusionné avec une technologie de liaison génique avancée.
Les êtres comme celui-ci étaient connus sous le nom de cyboriens. Tout comme ce qui est arrivé à la mère de Yuki, elle a fini ainsi parce qu'elle a vendu sa colonne vertébrale. Vous pensez sérieusement à le vendre? Demanda Yuki doucement. Vous n'allez pas l'utiliser pour vous-même? Il n'y a pas de médicament, soupira Xiangshan. Vous savez, le truc qu'ils utilisent pour remplacer une colonne vertébrale. Comment ça s'appelait déjà? Le docteur haussa un sourcil. Vous voulez dire le bain de courrier inversé? Xiangshan claqua des doigts. C'est celui-là. Alors ça s'appelle toujours comme ça à cette époque. Mais la drogue n'était pas la seule chose dont il avait besoin. Il avait aussi besoin d'une tonne de pièces compatibles. Le docteur fronça les sourcils. Ces composants qu'il a mentionnés, bien trop anciens. Essayez de vérifier la pile de ferraille à la casse ou rechercher des plans en ligne. Xiangshan le regarda, stupéfait. Attendez, Internet. Cela a disparu pendant la guerre. Vous me dites que ce monde en ruine a encore accès au net. Bien que clairement intrigué, il a finalement refusé. Laissez tomber. Les frais de réseau privé sont une arnaque. Après le départ de Xiangshan, le docteur se faufila dans une pièce cachée et murmura dans un émetteur. Mission échouée. Xiangshan a refusé d'aller en ligne quoi que je dise. À l'autre bout du fil, le maire apparut à l'écran. Son ton était grave. Violation du principe de Dyson, article 3, la collusion entre un shaka et un étranger est punissable de mort. Ce Sean, il ne fait aucun doute qu'il est l'un d'eux. Dans sa jeunesse, le maire avait offensé un haut fonctionnaire et avait été forcé à l'exil. Le docteur connaissait l'histoire de surface, mais la vérité, c'est que ce fonctionnaire avait été assassiné par un shaka, que le maire lui-même avait convoqué. C'était une leçon transmise par son père. Les EIG sont faciles à manipuler. Montrez-leur simplement de la déférence et ils ne lèveront jamais la main contre vous. Ce principe est devenu la pierre angulaire de la philosophie de survie du maire. Il avait espéré l'enterrer pour toujours, mais cette fois, l'agent des impôts n'a pris que 18 bébés en dessous du quota. Cela pourrait signifier que les rebelles de la forêt, les clans shaka hors la loi, observaient et le refus de Xiangshan d'aller en ligne, ce comportement imitait parfaitement les shaka. Ils ne se connectaient jamais au réseau car, dès qu'ils le faisaient, leurs véritables identités seraient révélées. Après avoir été témoin de la force explosive de Monsieur Shan lors du combat de chiens, surtout après avoir acquis le corps cybernétique de l'artiste martial, le maire a finalement eu une révélation. Si nous voulons que cette ville survive, nous n'avons peut-être pas d'autre choix que de compter sur un shaka. Pendant ce temps, Xiangshan et Yuki arrivèrent au dépôt de pièces détachées abandonnées de la ville alors qu'ils fouillaient dans des piles de ferraille. Leur conversation est naturellement revenue à la bataille de ce jour-là. Xiangshan admit, honnêtement, je n'avais pas prévu d'intervenir. Quelqu'un m'a poussé là-bas, ce qui signifie que quelqu'un essayait de me tuer. Yuki était stupéfait. Il était là, mais n'avait rien vu de suspect. Réalisant que le temps était compté, Xiangshan suggéra que tu devrais rentrer. Je vais m'en occuper seul. Mais Yuki secoua la tête sans hésitation. Vous m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui, je viens avec vous. Ensemble, ils grimpèrent jusqu'au plus haut sommet le plus proche de la lune, le vent fouettant autour d'eux. Quelque chose de dangereux se préparait dans le silence. Xiangshan fixa l'étrange cicatrice à la surface de la lune, son esprit tourbillonnant de doute. Est-ce que j'ai vraiment dormi pendant 200 ans ou est-ce que j'ai traversé un monde parallèle d'une manière ou d'une autre? Sans un mot de plus, il conduisit Yuki vers une grande ruine rouillée. Ce qui ressemblait à un tas de ferraille était en fait une merveille de conception ancienne, la légendaire machine de Turing. Pointant du doigt l'épave, Xiangshan expliqua que la machine de Turing était le premier ordinateur né à l'aube de la civilisation. Ce n'était pas seulement le début de la technologie, c'était la véritable origine de toute force intérieure. Les arts martiaux externes provenaient des tactiques de champ de bataille, mais la force intérieure, c'est la fusion de l'intelligence et de la volonté. Texte. Chaque technique interne est essentiellement une forme de calcul et tout calcul remonte à cette structure. Yuki était stupéfait, bien qu'encore confus. Attends, qu'est-ce qu'un ordinateur a à voir avec le combat? Xiangshan sourit. Un ordinateur peut exécuter des milliards de simulations en un clin d'œil. Les vrais maîtres utilisent ce pouvoir à travers leur propre corps. Il a continué, expliquant concept après concept. Yuki n'arrivait pas à suivre, mais il pouvait le sentir. Quelque chose d'ancien et de puissant se réveillait. Xiangshan continua, le cerveau humain est intuitif. Il a du mal à modéliser des calculs complexes, mais les machines, elles, ont été faites pour ça. C'est l'essence de la force intérieure. Lorsque vous commandez une machine de Turing, personne ne peut voler vos données ou détourner vos pensées. Entraînez votre point sans entraîner votre centre, et vous ne serez jamais que l'outil de quelqu'un d'autre. Yuki avait toujours l'air complètement perdu. Xiangshan décomposa le problème. Si vous vous concentrez uniquement sur les techniques externes et ignorez la culture intérieure, vous vous promenez essentiellement nu dans le monde des données. N'importe qui pourrait déchirer vos souvenirs ou voler vos instincts de combat. Même le combattant le plus fort n'est rien de plus qu'une marionnette à moins de maîtriser le pouvoir intérieur. Ce n'est qu'alors que vous pouvez vous appartenir. C'est votre première leçon. Un jour, lorsque vous serez piégé dans une illusion, cela pourrait être la seule chose qui vous sauve. Sur ce, Xiangshan guida les mains de Yuki sur les commandes de la machine. Les engrenages émirent un fort bruit sourd, puis se bloquèrent soudainement avec un crissement métallique aigu.
Yuki recula de peur en retirant presque sa main, mais Xiangshan le rassura, c'est bien. Cela signifie que le monde est toujours réel, que la machine fonctionne toujours et que nous ne sommes pas seulement des fantômes à l'intérieur d'une simulation. Ce phénomène s'appelle un arrêt de Turing, l'épée qui tranche à travers l'illusion. Yuki leva la main, confus. Qu'est-ce qu'un arrêt de Turing? Xiangshan expliqua, c'est l'idée de savoir si une machine de Turing peut déterminer si une autre s'arrêtera un jour. Ce blocage tout à l'heure, il prouve que nous ne sommes pas à l'intérieur d'un calcul simulé. Ce petit problème technique était la plus forte négation d'une fausse réalité. À ce moment-là, Xiangshan était certain. Il n'était pas juste un cerveau dans une cuve. La texture du monde redevint vive. Il pouvait même sentir la graine du pouvoir intérieur commencer à prendre racine en lui. Doucement, il tapota la tête de Yuki, remercia les étoiles d'être réelles, mais ensuite son ton devint sérieux. Pour suivre le chemin d'un vrai guerrier, comprendre la machine de Turing ne suffit pas. Vous devez l'imaginer, remodeler sa logique ancienne dans votre esprit et la manier avec votre volonté. Ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas seulement des machines rouillées. S'ils comprenaient le plan derrière cela, ils pourraient construire le noyau de leur force intérieure. Xiangshan avait beaucoup expliqué, mais il était clair que Yuki n'avait pas compris la plupart de ces choses. La nuit était tombée. Il était temps de rentrer, mais Yuki n'était pas prêt à lâcher prise. Il attrapa le bras de Xiangshan. « Attends, pouvons-nous parler davantage du chemin du guerrier ?» Xiangshan répondit calmement, « Eh bien, je pensais que vous pourriez durer toute une vie. » Yuki n'a peut-être appris aucune technique, mais une chose qu'il savait maintenant avec certitude, cet homme n'était pas seulement Xiangshan. C'était un vrai chia. Xiangshan se tourna pour partir. Yuki hésita un long moment puis cria soudainement, « Je veux être un chia aussi. Ça a l'air tellement cool et tellement puissant. » Xiangshan soupira à moitié amusé. « Cool. C'est juste de la para. Les vrais sias se font plus tabasser que vous ne le pensez, » mais Yuki ne broncha pas. « Je m'en fous. Si je deviens fort, je peux améliorer la vie pour moi et ma mère. » Malgré cela, Xiangshan ne fut pas ému. Il tapota l'épaule de l'enfant. « Oublie ça, gamin. Va à la maison et dors un peu. Être un sia n'est pas aussi noble qu'il n'y paraît. Il y en a beaucoup parmi eux qui sont déloyaux, sans cœur ou égoïstes. Et une fois que vous en devenez un, vous porterez une tâche aux yeux des autorités pour la vie. » Mais Yuki s'en fichait. Il se boucha les oreilles et cria, « Je m'en fous. Je veux toujours en être un. » Il ne pouvait même pas expliquer pourquoi. C'était peut-être quelque chose dans le discours passionné de Xiangshan. Cela a allumé un feu dans sa poitrine. Xiangshan avait prévenu qu'un manque de pouvoir intérieur pouvait entraîner de dangereuses anomalies, mais Yuki se sentait très bien. Cet esprit de défi prit Xiangshan au dépourvu. Peut-être que le gamin valait vraiment la peine d'être enseigné. Très bien alors. Asseyez-vous. Je vais vous apprendre ce qu'un vrai Xia doit savoir en premier. Son esprit s'agita. Des souvenirs longtemps enfouis commencèrent à se réveiller. Peut-être que transmettre quelque chose à ce morveux têtu n'était pas une si mauvaise idée. Il a donc commencé par la malédiction de la connaissance. Parfois, dans une vie d'ignorance et de paix, ne pas connaître sa propre souffrance pourrait être une forme de bonheur. C'est comme courir après la lumière tout en étant toujours piégé dans une obscurité dont on ne peut s'échapper. Yuki était complètement perdu. Pourquoi tout ce que disait Xiangshan aujourd'hui semblait-il si énigmatique et difficile à comprendre? Mais au fond, il faisait confiance à Xiangshan. Lui aussi voulait vivre une vie facile, confortable et libre. Quand il a mentionné le mot liberté, Xiangshan a acquiescé. C'est ça. Ce gamin avait l'âme d'un chia. Parce qu'au fond, être un chia signifie se battre pour la liberté. Mais ne vous méprenez pas, ajouta Chia, la liberté ne signifie pas faire tout ce que vous voulez. Certains chias peuvent se battre pour eux-mêmes, mais la plupart se battent pour la liberté des autres. Depuis les temps anciens, il a toujours semblé naturel que les forts s'attaquent aux faibles, mais c'est une idée fausse dangereuse. Cette soi-disant loi de la jungle n'est rien d'autre qu'une trahison des idéaux partagés de l'humanité, laissant les personnes vulnérables dans une peur constante. Mais un jour, un homme remarquable s'est levé. Son nom était Emodé. Il a introduit le concept d'avantage mutuel, une idée incroyablement rare à l'époque. C'est ça, la vraie puissance derrière le légalisme. Tout comme dans le bouddhisme où l'on doit d'abord cultiver le cœur, la plupart des gens ne veulent pas naturellement enfreindre la loi ou défier l'ordre. Mais la vérité est que les lois protègent rarement le peuple. Elles protègent la richesse et la classe dirigeante. Les vrais bénéficiaires de tout système sont toujours l'élite perchée au sommet de la pyramide. Soudain, Xiangshan a tremblé. C'était comme si un autre souvenir enfoui était remonté à la surface. Tout au long de l'histoire humaine, les forts ont piétiné les faibles. Cela a toujours été considéré comme la façon dont les choses sont. Dans les termes d'aujourd'hui, ils appellent ça des unités à haute spécification qui exploitent celles à basse spécification. Mais chaque fois que les choses atteignent ce point de rupture, il y a toujours une étincelle. Quelques-uns se lèveront et formeront une force de résistance. En ce sens, les sias sont les outsiders de la société, mais aussi ses rebelles les plus dangereux. Yuki écoutait en silence et, pour la première fois, quelque chose dans ses yeux a changé. Il commençait à comprendre. En vérité, tous les sias ne sont pas des saints ou des méchants. Bien que puissants en tant qu'individus, leurs véritables ennemis sont souvent des systèmes entiers de pouvoir et de profit. C'est pourquoi,
à travers l'histoire et les civilisations, la plupart des rébellions se terminent par un échec. La véritable essence des arts martiaux est l'assassinat, donnant aux faibles une chance de frapper les forts à moindre coût. Mais au final, les arts martiaux ne sont que des outils. Ils peuvent servir les justes ou donner du pouvoir aux corrompus. La tyrannie, après tout, c'est juste quelques-uns qui accaparent le pouvoir et les ressources pour opprimer le plus grand nombre. Supprimer les quelques-uns et la tyrannie s'effondre. Xiangshan s'est lentement tourné vers Yuki. Arts martiaux externes? Ce sont essentiellement des techniques d'assassinat. Et ce qui convient vraiment au corps cybernétique, ce ne sont pas les arts martiaux anciens, mais quelque chose né des premières tactiques d'armes à feu occidentales. Cette nouvelle forme d'assassinat mélange la guérilla, le sniping et la théorie des opérations spéciales en un seul style mortel. Et grâce au potentiel illimité des corps cybernétiques, elle a évolué au-delà de l'imagination humaine. En fin de compte, les arts martiaux ne sont que des algorithmes. Les styles externes sont des modèles. Les arts internes sont des données. Enfin, Xiangshan a transmis toute sa philosophie sur Xia, la force intérieure et la théorie de Turing à Yuki, exigeant qu'il commence par l'entraînement interne. Puis, les mains jointes derrière son dos, il a solennellement déclaré, « À partir d'aujourd'hui, je suis ton maître. » Yuki cligna des yeux, confus. « Maître, est-ce que c'est quelque chose qu'on mange ?» Xiang a failli tomber. Maître signifie un pacte sacré entre Xia, pas une collation. Le lendemain matin, pendant que Xiangshan était occupé à bricoler son nouveau corps cybernétique, le maire a décidé de passer. Il avait clairement entendu parler de l'achat des pièces et ses pavanes comme un expert chevronné, offrant des conseils non sollicités. Mais cette fois, Xiangshan n'était plus le York ignorant qu'il était auparavant. Si le maire savait qu'il était un Xia et essayait toujours de se rapprocher, il devait y avoir un motif caché. Pourtant, cela n'avait pas vraiment d'importance. Il était dans un état tellement ruiné. Qui se donnerait la peine de comploter contre lui maintenant? En ce moment, ce qui importait le plus était de trouver une coque extérieure solide, prête au combat, et un bonnet crânien qui s'ajuste comme un gant. Avec la moitié de son cerveau exposé, se battre comme ça, c'était demander à ce qu'on le vide comme de la chair de melon. Soudain, le maire se souvint qu'il y avait un four tridimensionnel inutilisé en ville qui pourrait aider Xiangshan. Il le tira avec enthousiasme. Pas besoin de discuter du paiement. Prenez-le comme un remerciement de notre part. Cela rendit Xiangshan instantanément méfiant. Il n'était pas du genre à croire au déjeuner gratuit. Bien sûr, la vérité est apparue. Dans seulement un demi-mois, l'agent de protection sociale serait en visite. Les subventions municipales étaient directement liées au quota d'impôt. Et cette fois, ils étaient censés remettre 19 bébés, mais seulement 18 ont été livrés. Celui qui manquait pourrait leur coûter tout. Si les échelons supérieurs retiraient leur protection, des pillards sauvages des terres désolées pourraient envahir sans contrôle. Les paumes pressées en signe de supplication, le maire implora, « Si les pillards viennent, s'il vous plaît, aidez-nous à tenir la ligne. » Xiangshan était sans voix. C'était donc le vrai prix derrière leur générosité. Il a travaillé tard dans la nuit, faisant finalement des progrès. Fixant le corps cybernétique en forme de canine de Will, il tomba dans une profonde réflexion. Je dois le démonter rapidement et le transformer en quelque chose que je peux réellement utiliser. Il réalisa rapidement que les fibres musculaires synthétiques de ce corps cybernétique pouvaient être démantelées individuellement et que les puces intégrées étaient capables d'alimenter séparément les fonctions corporelles par elles-mêmes. Ce qui l'enthousiasmait encore plus, c'était le noyau d'alimentation, bien plus avancé que sa vieille batterie rouillée. Au moins, l'endurance ne serait plus un problème. Mais ce qui l'a vraiment choqué, c'est ceci, le cyberchien galeux avait en fait un moteur à combustion interne intégré. Il trempa un doigt dans le liquide qui coulait sur le sol et le frotta légèrement. Une flamme bleue s'est soudainement allumée sur le bout de son doigt. C'était du carburant à l'éthanol, un système d'énergie hybride. Sérieusement? Ce sont les seules pièces utilisables pour l'instant, et il n'était toujours pas sûr de la limite qu'il pouvait atteindre avec les modifications. Première chose à faire, il avait un accord avec la puce de contrôle. Mais dès qu'il l'a connectée à son système neuronal, un problème flagrant est apparu. Les données à l'intérieur de la puce étaient un gâchis. À l'ère d'une technologie aussi avancée, les programmes de base étaient toujours écrits en langage C pur et simple. Les pilotes n'étaient pas seulement obsolètes. Il manquait même d'encapsulation de base. C'était comme un artiste martial avec une forme parfaite à l'extérieur, mais une coquille vide à l'intérieur, coincée à jamais au même niveau. Après un moment de réflexion, il n'eut d'autre choix que de s'appuyer sur les connaissances en programmation qui subsistaient dans son cerveau pour réécrire la puce à partir de zéro. Pendant ce temps, Yuki s'était déjà éloigné. Peu importe sur quoi travaillait son maître, c'était bien au-delà de sa compréhension. Depuis qu'il avait commencé à appeler Xiangshan maître, les brutes locales avaient commencé à l'éviter. Après tout, personne ne voulait s'en prendre au gars qui avait assommé un guerrier entraîné. Mais alors qu'il se promenait en ville, une silhouette imposante s'est soudainement dressée sur son chemin. L'homme attrapa Yuki par le col, sa prise ferme et menaçante. Pourtant, une seconde plus tard, quelque chose sembla traverser l'esprit de l'homme et il lâcha brusquement prise. Cet homme était l'un des hommes d'Iner, le même voyou qui avait forcé Xiangshan dans l'arène. Toute cette mise en scène était l'ordinaire. De retour à l'atelier, Xiangshan était toujours plongé dans son code,
courant contre la montre pour reprogrammer la puce. Il a fusionné les mathématiques avancées avec la logique de codage brute, puis a injecté le cœur de sa force intérieure, ce qu'il appelait le langage de la pensée. Toutes les données autrefois dispersées, maintenant fusionnées en un système unifié, et de là a émergé quelque chose de tout nouveau, une doctrine d'arts martiaux cybernétiques. Pour empêcher son langage de la pensée d'être déchiffré, Xiangshan a restructuré le programme en utilisant une méthode algorithmique beaucoup plus avancée. Après 72 heures épuisantes, il a finalement terminé la réécriture. Ce faisant, il a débloqué des couches de connaissances encore plus profondes. Ce langage de codage unique en son genre pourrait bien être le système le plus complexe qui existe. Et pour un véritable hacker martial, c'était la lame la plus tranchante de toutes. Pendant ce temps, planant sur une poussée de dopamine, Iner se pavanait tranquillement en ville. Selon le principe de Dyson, la plupart des substances créant une dépendance étaient strictement interdites, mais des composés comme la testostérone élevée, qui vous faisaient planer sans causer de dépendance, étaient encore largement disponibles. De nos jours, il était courant pour les gens de recevoir une injection post-bataille ou post-match, un moyen rapide de se détendre et d'avoir l'impression que la gravité ne s'applique pas. Iner se souvenait encore de sa première injection. Pendant un moment, il a eu l'impression que son corps humain et sa virilité étaient enfin restaurés. Mais au moment où il flottait dans le bonheur, une ombre est tombée d'en haut. Un crochet barbelé a été tiré, s'accrochant fermement au pneu de sa moto. La silhouette s'est avancée, veste en cuir, bottes en acier et un regard qui hurlait aux ennuis. Ce n'était autre que Raph, le célèbre hors-la-loi des terres désolées et membre central du syndicat Z. Iner se figea. Il savait qu'il ne fallait pas provoquer une faucheuse comme celle-ci. D'une voix tremblante, il demanda « Monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Mais l'homme se contenta de rire. « J'ai entendu dire que votre petite ville avait enfanté un vrai dur à cuire. A abattu le guerrier personnel de l'agent des impôts, n'est-ce pas ?» Le visage d'Iner se tordit de rage. Sans un mot, il fit vrombir son moteur et chargea droit sur Raph. Mais Raph ne broncha même pas. D'un coup désinvolte, il fit exploser le pneu avant d'Iner sur le coup. Le bruit réveilla Willy en sursaut. Il sortit en titubant en se frottant les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Raph ne s'embarrassa pas de bavardage. D'un seul coup propre, le crâne de Willy éclata comme un melon. Iner resta figé sur place, trempé de sueur froide, incapable de prononcer le moindre mot. Il s'avère que, comme la ville n'avait pas atteint son quota d'impôts, le seigneur avait révoqué sa protection mensuelle. Et Raph? Il était juste la première hyène à sentir le sang. Iner, complètement terrifié, révéla tout ce qu'il savait sur Xiangshan. Raph haussa un sourcil. Bit, eh bien, après avoir perdu tous ses algorithmes martiaux, voilà qui est intéressant. Pendant ce temps, l'agent des impôts fixait le terminal devant lui. Sur l'écran, il y avait un dossier complet sur Raph. Il connaissait tous les mouvements et intentions de Raph, mais a choisi de rester silencieux. Même en sachant que l'homme était un voyou notoire des terres désolées. En tant que robot, il n'avait aucune illusion sur les humains. À ses yeux, il n'était même pas capable de créer une véritable intelligence artificielle, juste une stupidité artificielle. Tout ce qu'un ordinateur pouvait faire, les humains pouvaient éventuellement le reproduire eux-mêmes avec suffisamment de temps et d'effort. Yuki, entendant Xiangshan relayer cela, sembla sceptique, mais aux échecs, les machines battent déjà les meilleurs joueurs humains. N'est-ce pas? Xiangshan se contenta de sourire. Bien sûr, la machine joue aux échecs, mais elle n'a aucune idée de pourquoi elle joue. Les ordinateurs peuvent imiter, mais ils ne dépasseront jamais l'esprit humain. Sur ce, il ramassa nonchalamment une tige de métal. Il s'agenouilla et traça des lettres dans la terre. Leçon 1, logique booléenne. Prenez deux valeurs. Cela pourrait être des chiffres, des lettres, peu importe. 1 donne naissance à 2, 2 mène à 3. Chaque élément de l'informatique moderne commence ici. En d'autres termes, même dessiné dans la terre avec une tige de métal pourrait aboutir au même résultat. Les ordinateurs remplacent simplement la main humaine. La logique booléenne décompose la compréhension humaine en des formats qu'une machine peut exécuter, et les maîtres ultimes de la force intérieure, de la puissance intérieure, visent à encoder leurs idées dans des ordinateurs, libérant ainsi tout le potentiel de la machine. Les mathématiques sont le Tao. La logique booléenne est la règle des nombres. Du Tao vient 1, de 1 vient 2. Cette progression est l'essence de la force intérieure. Yuki, écoutant tout ce discours philosophique, avait l'air complètement perdu. Pas un seul mot n'avait de sens. Et pour empirer les choses, Xiangshan lui a même donné des devoirs. Alors que la nuit tombait, après des jours d'ajustement méticuleux, Xiangshan avait finalement achevé le prototype de son nouveau corps cybernétique assemblé à partir des pièces de l'ancien corps de Will. Il appela Yuki et, sans un mot, retira délicatement la puce du cerveau du garçon. Bien sûr, dans ce monde, le système ne permet jamais aux faibles de s'élever. La puce de Yuki n'avait aucune protection par feu et était criblée de bugs et de portes dérobées exploitables. Xiangshan commença par renforcer la puce de Yuki avec un pare-feu pour bloquer toute surveillance potentielle. Puis il effectua une autre analyse approfondie à la recherche de bugs persistants. Bien sûr, le corps cybernétique de Yuki bougeait beaucoup plus fluidement qu'avant. Grâce à sa puce, il pouvait enfin se démarquer de l'humain moyen. Une fois que cela fut fait,
Xiangshan se replongea dans la création de sa propre puce personnalisée. Il avait envisagé de refuser la demande du maire, mais au fond de lui, il savait que s'il fermait les yeux cette fois-ci, il pourrait perdre la raison même pour laquelle il était devenu ce qu'il était. Courir est toujours l'option la plus sûre face à des forces supérieures, mais les arts martiaux n'ont jamais été conçus pour courir. Ils ont été créés pour protéger les faibles. Tenant la puce finie, il dit, installez ceci dans mon biocerveau. Avec ça, je peux enfin reprendre qui j'étais. Au moment où elle fut connectée, le corps cybernétique de Xiangshan se secoua, lançant immédiatement une analyse diagnostique complète. En regardant le tas d'armure en alliage que le maire avait livré, Xiangshan comprit enfin à quel point son corps actuel était vraiment fragile. Avant l'arrivée de l'agent de bien-être social, il doit acquérir une paire de mains suffisamment forte pour rivaliser avec un véritable artiste martial. Pendant ce temps, Inua s'était déjà faufilé discrètement dans la ville. Étonnamment, Inua se tenait devant les habitants de la ville et mentit, affirmant que la mort de Vili était de la faute de Xiangshan pour avoir refusé de vendre ce corps de chien cybernétique. Mais avant qu'il ne puisse terminer, le maire appuya sur la gâchette sans hésitation. Sans Xiangshan, nous ne pourrions même pas payer nos impôts. À ce moment-là, le maire fit preuve d'une rare colonne vertébrale. Pour protéger la ville, il avait déjà dépensé une fortune en engageant 3 artistes martiaux de l'extérieur car aujourd'hui était le jour de l'inspection de l'agent de bien-être social. À ce moment-là, un rugissement tonitruant retentit d'en haut. Un avion massif descendit lentement à la périphérie de la ville. De l'intérieur sortit une silhouette imposante vêtue d'un casque de métal à un seul œil. Sa présence froide et oppressante comme un tambour d'acier vertical. Des rangées de poussettes furent sorties après lui. C'était le programme d'aide sociale de l'année. Tout ménage souhaitant adopter pouvait s'approcher et en réclamer un sur place, choisir un enfant et le ramener à la maison. Mais le maire ne se détendait pas parce que l'annonce la plus importante n'était pas encore venue, à savoir si la ville conserverait son statut de protection. Et juste comme ça, l'homme borgne se retourna et commença à partir. Le maire s'avança voulant parler, mais aucun mot ne sortit. À la surprise générale, l'homme se retourna et jeta un coup d'œil au vieux maire. « N'avez-vous pas déjà tout mis en place? Dois-je vraiment en dire plus ?» Sur ce, il s'éloigna seul. « Dans 19 jours, je déclarerai officiellement la ville sous protection. D'ici là, ces 3 guerriers sont votre meilleur pari. » Mais à peine l'avion de l'agent de bien-être social avait-il décollé que le chaos éclatait. Un voyou s'est précipité sur la place comme un possédé, comme s'il avait peur que quelqu'un d'autre ne le devance pour le prix. Les 3 guerriers se sont immédiatement mis en état d'alerte, leurs robes noires flottant au vent. Anthony a pris la tête, brandissant une énorme Gatling et tirant sans hésitation. Mais étonnamment, le voyou a commencé à tourner sur lui-même, formant un vortex semblable à une tornade qui déviait chaque balle sans effort. Puis bam, un rayon de lumière perçant a jailli, perçant proprement un trou dans le crâne d'Anthony. Morte instantanée. L'attaquant n'était autre que les Fus, le tristement célèbre maraudeur des terres désolées. Anthony avait autrefois éliminé à lui seul 30 pillards et maintenant il avait été tué d'un seul coup. Les 2 guerriers restants étaient stupéfaits, mais leur fierté ne leur permettrait pas de reculer. Avec un élan de mouvement, ils ont plongé dans la mêlée. L'Anconi a été le premier à frapper, balançant ses doubles faux avec une vitesse mortelle. Des étincelles ont volé alors que les lames s'entrechoquaient contre la tige d'acier de l'Effu, le son était aigu et explosif. L'Anconi pensait avoir le dessus en frappant avec une précision mortelle, mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que l'Effu n'avait même pas utilisé 10% de sa véritable puissance. Voyant le combat s'éterniser, le dernier guerrier, Bayali, n'a pas pu se retenir plus longtemps. Avec un rugissement, il s'est avancé de toutes ses forces. Mais même quelqu'un d'aussi brutal que Bay s'est retrouvé incapable de faire un seul pas de plus vers l'Effu. Il a lancé une rafale de coups de poing comme un ouragan, mais l'Effu est resté imperturbable, esquivant, se faufilant, déviant avec facilité. Puis, saisissant une ouverture, l'Effu a balancé sa tige sur Bay. Mais juste au moment où il semblait qu'il allait frapper juste, il a soudainement inversé la direction et a frappé directement Loncon. Pris complètement au dépourvu, Loncon n'a eu d'autre choix que de se préparer à l'impact. Avec un craquement esséurant, son bras entier a été envoyé voler, le sang giclant dans l'air. Furieux et désespérés, les 2 guerriers ont décidé de lancer leur attaque combinée la plus puissante. Mais juste au moment où ils commençaient à bouger, les 2 se sont figés en pleine action. Leurs visages sont devenus pâles comme s'ils étaient ensorcelés. D'innombrables voix résonnaient dans leur esprit, tordant leurs pensées et brisant leur concentration. Ce n'est qu'alors qu'ils ont réalisé que l'Effu maîtrisait la légendaire technique de vision. Un véritable maître des arts internes qui pouvait écraser n'importe quel combattant externe avec un seul regard.